Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a une tâche ingrate et difficile d'être la dernière table ronde avant le déjeuner qui a été décalée de 45 minutes. Donc, un peu de patience, un peu de transparence aussi, puisque c'est notre sujet. Et donc, la transparence, on l'a déjà évoqué. Transparence du budget, transparence des résultats, transparence des comptes. Et c'est pour ça que nous avons le Parlement, la Cour des comptes, la société civile, et puis sur la partie compte, la DGR. Donc, on va commencer tout de suite, compte tenu du délai. Et Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous êtes en quelque sorte le principal intéressé de nos travaux, puisque le budget, il est fait pour vous, les comptes, ils sont faits pour vous, vous votez. Alors, les questions qu'on a envie de vous poser, c'est effectivement d'abord, quelle nouveauté pour le Parlement dans le débat budgétaire, et puis une autre question, j'imagine, à laquelle vous pouvez répondre, sur le contrôle de l'exécution des lois de finances. On peut avoir un autre micro, s'il vous plaît. Bonjour, je vous remercie, M. Mopak. Certainement, j'ai beaucoup entendu aujourd'hui sur le rôle du Parlement, sur le travail du Parlement concernant aussi bien la réforme de la loi organique. Moi, en tant que parlementaire depuis 2002, j'ai beaucoup entendu au sein de la Commission des Finances sur la réforme de la loi organique. Sur la réforme de la loi organique, qui était toujours une question importante au sein de la Commission par tous les groupes parlementaires. Certes, c'est un travail, la réforme actuelle, c'est un travail de concertation et de participation, comme m'a dit M. le directeur, un travail qui a été fait à partir de juin 2012 par la constitution des commissions mixtes entre le Parlement et le gouvernement, par la participation à des expériences internationales, par des notes sur l'esquisse, la première esquisse qui a été faite par le gouvernement concernant la réforme de la loi organique, une deuxième esquisse qui va répondre aux notes effectuées par les groupes parlementaires, ensuite les amendements qui ont été faits dernièrement sur le dernier projet de la loi organique. Ça, donc, c'est un travail de concertation et de participation entre le gouvernement et le Parlement. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'article 77 qui incombe au Parlement et au gouvernement la question de l'équilibre financier. Mais la chose la plus importante concernant cette nouvelle loi organique, c'est concernant les informations, l'enregistrement des informations communiquées au Parlement. Aussi bien lors du projet de la loi de finances, par l'addition par trois autres projets de rapport. Le gouvernement actuel a déjà donné au Parlement trois rapports concernant le rapport sur la compensation, le rapport sur la dette et le rapport sur les ressources humaines. Actuellement, aussi par la nouvelle loi organique, on parle des rapports qui vont accompagner les budgets sectoriels et même aussi des rapports très importants qui vont accompagner la loi de règlement. Donc, un premier rapport, c'est concernant l'information, les informations fournies au Parlement, et ça constitue une phase très importante dans le rapport entre le gouvernement et le Parlement. Le deuxième rapport, et qui est un peu très important, même s'il est déjà fait, il se faisait avant la nouvelle loi organique. C'est une réunion de concertation entre le gouvernement et le Parlement qui se faisait depuis 2007, mais sans appui au niveau de stipulation de la loi. Donc maintenant, avant le 31/7 de chaque année, il y a une rencontre de concertation entre le Parlement, entre le gouvernement concernant l'exécution des 6 premiers mois de l'année en cours et les grandes orientations sur le projet de la loi de finances de l'année qui vient. Donc une phase de concertation, l'enrichissement au niveau des informations et aussi sur le calendrier de vote. Mais la chose la plus importante, c'est la nouvelle loi organique à parler de la loi de finances rectificative. De la loi de finances rectificative, l'objet principal était de considérer la loi finances rectificative comme une loi ordinaire. Parce que quand on parle toujours de la loi rectificative, on parle d'une chose qui va bouleverser le travail de l'administration, le travail du gouvernement. Donc, ça, du côté du Parlement, des parlements, avec le nouveau Parlement, on a déjà constitué une
chargé principalement du contrôle des dépenses publiques. Comme on l'a déjà entendu, une convention qui a été faite avec la Banque mondiale pour l'accompagnement du parlementaire et les membres de la Commission des finances et la Commission aussi des dépenses publiques pour suivre et pour mieux participer à ce débat sur la loi de finances, mais aussi une convention qui se fait avec l'Union européenne sur la même loi. Une chose très importante aussi qui a été faite par le Parlement, c'est faire appel à des conseillers spécialisés par l'octroi aux groupes parlementaires, aux différents groupes parlementaires, de faire appel à des conseillers pour mieux participer à ce débat sur la loi de finances. Comment va se faire l'articulation entre la Commission des finances, qui examine le projet de loi de finances, et la Commission qui est en charge du suivi de l'exécution de l'exécution budgétaire et l'évaluation des politiques publiques? Vous allez travailler ensemble? Pour les prérogatives des commissions permanentes, ils ont toutes les mêmes prérogatives concernant le contrôle. Mais la principale chose pour la commission, pour la commission de contrôle des dépenses publiques, c'est là la prérogative de voter la loi de règlement. Ensuite, elle établit un programme en partenariat avec le bureau du Parlement concernant quelles sont les principales politiques publiques qui vont faire le débat concernant l'année qui vient. Donc, il a un programme qui se fait en collaboration avec le bureau du Parlement et avec les députés, avec les présidents des commissions permanentes. Voilà, en tout cas, sachez que les administrations qui préparent les projets de performance, et demain les rapports de performance, seront évidemment très attentives aux questions qui vont être posées par les parlementaires dans l'analyse des politiques publiques. Donc je pense que vous allez les examiner de près. Exactement. Merci. On a déjà commencé par les rapports qui ont été déjà faits par la Cour des comptes. Donc c'est déjà la Cour des comptes joue actuellement un rôle important avec l'accompagnement du Parlement, surtout au niveau de l'évaluation des politiques publiques. Voilà. Il ne faut pas décevoir les administrations. En France, c'est un des défauts, je l'ai dit parfois en retour d'expérience, le Parlement français qui a voulu la loi organique française reconnaît lui-même, c'est pas moi qui le dis, qu'ils ont raté, ici, le rendez-vous de la loi de règlement. Donc voilà, que le Maroc soit un bon exemple pour que vous ne ratiez pas ce moment de la loi de règlement. Alors, on va passer à la Cour des comptes, puisqu'on a parlé beaucoup déjà, Parlement, Cour des comptes. Donc, Monsieur Kers, vous êtes en fait l'homme aussi de la situation, chargé de préparer le rapport d'exécution de la loi de finances, la déclaration générale de conformité. Donc, monsieur le conseiller maître, comment voyez-vous le rôle de la Cour demain? Puisque c'est une nouveauté pour vous, à la fois dans le contrôle du budget, de l'exécution des finances, et puis ce nouveau rôle des comptes. Merci, Monsieur le Président. Donc, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs d'avoir associé la Cour des comptes à cette journée importante d'appropriation. Ça nous concerne également parce qu'on est partie prenante de l'État, donc puisque c'est une réforme qui se veut de l'État, là aussi on intègre ce processus de réforme. Alors par rapport aux missions de la Cour des comptes à la lumière des nouvelles dispositions de la loi organique des finances, c'est la certification des comptes. Il y a un seul alinéa au niveau de la loi organique qui nous donne cette attribution, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que la certification c'est un chantier très complexe. Mais avant de parler de la certification, permettez-moi justement de toucher un mot par rapport à la finalité carrément de cette certification qui devait normalement accompagner le projet de loi de règlement, chose que ce n'a pas cité explicitement au niveau de la loi organique des finances, puisque en lisant les pièces maîtresses qui devraient accompagner le projet de loi de règlement, l'acte de certification, encore moins l'opinion de la Cour des comptes, n'y figure pas. Donc c'est déjà une anomalie, ça va être par rapport à la volonté politique d'exiger ce genre de pièces qu'aujourd'hui, le fameux document qui s'appelle la Déclaration générale de conformité, tant qu'il n'est pas produit au Parlement, le projet de loi de règlement ne peut faire l'objet d'examen et de vote au niveau du Parlement. Et ne serait-ce que sur cette exigence du Parlement, le projet ou la discussion autour de la loi de règlement joue son rôle. Alors, la loi de règlement au Maroc, on est revenu de très loin. Il faut reconnaître l'effort qui a été accompli ces dernières années, justement pour
je dirais, excusez les termes, éponger le retard qui caractérisait, un retard structurel qui caractérisait justement la production des camps de fin d'année. Et aujourd'hui, on est dans le délai légal qui est prévu au niveau, disons, de la loi organique de 98, puisqu'il est toujours en vigueur jusqu'à la présentation du projet de loi de règlement de 2018. Donc, on est régulé sur ce délai. Malheureusement, au niveau de l'intérêt qui est porté à cette loi de règlement, il est regrettable aujourd'hui de constater qu'il n'a pas sa place sur je dirais, le débat politique. Et en nous trouvant que c'est vraiment un point négatif dans ce processus, et on espère qu'avec la trajectoire qui est basée sur la performance, ce désintérêt se transformera plutôt à un rendez-vous de reddition des comptes, puisque aujourd'hui, toute la loi organique, si je dois la résumer, il est autour de la recherche de la performance au niveau de l'action publique. Et qui dit performance, c'est à travers les différents dispositifs de contrôle interne, d'audit interne, d'audit de performance, pour produire in fine des documents qui renseignent justement sur l'atteinte des objectifs, je ne dirais pas des politiques publiques, mais des programmes publics, puisque le législateur organique, il était très prudent en n'allant pas jusqu'à la mission et à la politique publique au niveau de l'unité de vote, de l'unité d'autorisation budgétaire. Donc là, nous estimons que c'était à juste titre un point de prudence qui trouvait sa légitimité au niveau d'un certain nombre de limites qui caractérisent encore notre gestion publique, mais en s'inscrivant sur la trajectoire de l'amélioration. C'est à ce niveau-là que la loi de règlement doit être valorisée à ce niveau. Et alors, je me permets de vous poser cette question, je n'avais pas prévu de vous la poser, mais vous parlez de performance. Il n'est pas écrit, me semble-t-il, dans la loi organique, que vous devez analyser, auditer les rapports de performance. Qu'allez-vous en faire néanmoins? Effectivement, mais on suit quand même un cadre logique. Quand on met en place au sein du gouvernement, au sein de l'administration, un dispositif d'audit dit interne, c'est déjà une prise de conscience, une maturation d'un système, de faire de l'audit de performance interne un outil d'amélioration. Se positionnant à l'extérieur de la gestion, donc on est demandeur, utilisateur également de ces rapports de performance. Donc si vous prenez, je fais le parallélisme avec la gestion privée des sociétés, chose qu'on a faite également au niveau de l'adoption d'un certain nombre de règles, notamment la comptabilité générale du Trésor qui va passer à une comptabilité presque proche de celle de l'entreprise. L'auditeur interne, c'est je dirais, c'est une personne qui est stratégiquement mise en place justement pour suivre la réalisation d'un certain nombre d'actions. Et quand on trouve l'auditeur interne, on cherche toujours l'auditeur externe, et dont les normes internationales et même les normes en vigueur dans le métier de commissariat aux comptes ou d'audit externe, l'utilisation des travaux d'auditeurs internes sont très importants. Donc le dispositif d'audit interne et d'audit de performance, il est au service justement, je dirais, de la performance certes, mais pour nous, au cours des comptes, on l'utilise pour deux raisons. D'abord, question de coût. Le contrôle aujourd'hui coûte de l'argent. On est obligé d'optimiser notre dispositif, ça ne sert absolument à rien et on doit finir et couper avec la pratique qui se veut tout le monde et chez le gestionnaire, à la fois la Cour des comptes, l'IGF, les IGM, d'autres organismes d'évaluation. Si on lui rajoute les autres tâches de gestion quotidienne, je crois qu'on va alourdir le système au niveau du management. C'est à ce niveau-là qu'il faut peut-être revoir et repenser le coût de ce contrôle. On en a besoin également, c'est parce qu'on est très proche du Parlement, on n'est pas un auxiliaire du Parlement, mais on produit quand même un certain nombre de travaux. Le Parlement nous fait confiance également sur un certain nombre d'éléments dans le cadre de l'assistance de l'évaluation de politique publique. Justement, c'est pour utiliser ces rapports parce que nous considérons que c'est un bout d'une chaîne qu'il faut valoriser et non pas rejeter, refaire le chemin à zéro. Donc c'est vraiment dans un souci d'optimisation du dispositif d'audit et de contrôle au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif de manière générale. Merci beaucoup. Et alors peut-être une dernière question sur Parlement, Cour des comptes. Monsieur le Président de la Commission des Finances, comment voyez-vous le rôle de la Cour qui doit maintenant assister le Parlement dans l'évaluation des politiques publiques? Est-ce qu'il y a déjà un programme de travail? Est-ce que c'est en devenir? Comment voyez-vous la chose sur cette assistance? Comme je l'ai déjà enseigné auparavant, donc, il y a tout un ensemble
de projets qui ont été déjà initiés par la Cour des comptes. Pour l'année 2015, on avait choisi deux thèmes. Le premier thème concernant le système de délégation, qui a déjà fait l'objet d'un travail de la Cour des comptes, et un autre sujet, mais au sein du Parlement, on n'est pas à l'unanimité concernant le choix de ces thèmes. Donc on a un peu prorogé ce thème. Mais actuellement, il y a des groupes parlementaires. Il y a des demandes qui se font par le biais des groupes parlementaires concernant un ensemble de thèmes qui doivent faire des études de la part de la Cour des comptes, comme ça a été fait pour la compensation, comme ça a été fait aussi pour la retraite. Et je crois qu'il y a plusieurs demandes actuellement concernant l'étude concernant quelques comptes spéciaux, pour la Cour des comptes est maintenant de faire son travail. Il y a tout un ensemble de thèmes qui sont choisis aussi bien par les groupes parlementaires ou bien par le bureau du Parlement. Merci beaucoup. Alors, après le Parlement, après la Cour des comptes, la société civile. Alors, juste un étonnement positif de ma part. En France, quand nous avons fait des colloques sur la loi organique, nous n'avions pas invité des représentants de la société civile. Au Maroc, c'est le cas. Le Maroc est bien plus avancé que la France sur ce sujet, je le reconnais. Donc, monsieur Akebsi, vous êtes le représentant, le président, je ne sais pas, de Transparency Maroc. Vous êtes un acteur externe, mais engagé sur les sujets de transparence, en matière financière, budgétaire. Donc, votre point de vue nous intéresse sur ce que vous pensez de ces réformes, dans l'histoire des réformes qui ont été menées en matière budgétaire au Maroc. Je pense que vous allez nous parler, vous m'en avez parlé déjà, de l'indice de budget ouvert. Allez-y. Bon, d'abord, peut-être, merci pour l'invitation des représentants de la société civile. Je me rends compte qu'il est un peu difficile de parler d'un discours qui pourrait fâcher dans une réunion où tout le monde considère la mariée belle, très belle, et qu'il ne faut pas parler de ses défauts. Je vais parler, moi, des oublis ou des oubliés de cette réforme, si vous permettez, et je commencerai par le citoyen, par l'accès à l'information, par la participation des citoyens dans des questions de finances publiques. Je constate que la Constitution 2011 a prévu un certain nombre de principes fondamentaux qui méritaient d'être déclinés, articulés, inclus dans la loi de finances organique. Je prends l'article 27, accès à l'information. Il y a des choses fondamentales, accès des citoyens à l'information. Il y a l'article 12 qui fait de la société civile et des organisations de la société civile une partie prenante dans l'élaboration, l'évaluation et le suivi des politiques publiques. Et il y a la redevabilité, etc. Il y a énormément de choses. Malheureusement, on constate que cela n'a pas été pris en compte et intégré dans le projet qui est présenté aujourd'hui. Je rappelle que la transparence qui est au centre de cette rencontre-là, elle repose au moins, je dirais, sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'accès à l'information des citoyens, à une information pas au kilo, à une information pertinente et rapide. La deuxième chose, c'est que la participation des citoyens et du public dans le processus. Et puis, bien évidemment, le troisième pilier fondamental, on a eu quelques échos sur ça, un système de contrôle institutionnel qui est fort et qui est viable et qui est régulier, etc. Malheureusement, par rapport à ces différents niveaux, il y a un déficit important. On aurait pu peut-être trouver dans le projet de loi de finances organique, notamment l'article 26 à 48, des engagements réels par rapport à ça, par rapport à l'accès à l'information, par rapport à la participation et par rapport à des questions de contrôle. Ce qui figure reste élémentaire. On peut revenir au niveau de la discussion, au niveau du détail. Ces éléments-là sont importants parce que l'absence d'abord de participation se traduit par des coûts énormes. Et je peux donner des exemples. La question de la permanence, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
le ministère de l'Éducation nationale était dans cette logique depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire de la performance de la reddition des comptes par rapport, par exemple, à un projet du type programme d'urgence qui vient après une décennie de la réforme? Et dans les résultats, bien évidemment, on les connaît, mais au niveau de la reddition financière publique, qu'est-ce qu'on peut dire réellement? Qu'est-ce que connaît le citoyen? Ce que je dis là, il est à partir d'un certain nombre d'expériences, d'une expérience internationale, qui s'appelle l'initiative Budget ouvert, à laquelle Transparency Maroc a participé depuis 2006, et les résultats sont confirmés d'un exercice à l'autre. C'est un exercice qui est exigeant, qui a une méthodologie, etc. Les derniers résultats 2015, nous avons au niveau du score global de budget ouvert, 36 sur 100. 36 sur 100, ça signifie qu'il y a une marge énorme d'opacité dans la connaissance des finances publiques, et on peut revenir sur les détails. L'indice ou le score de la participation des citoyens, il est de 2 sur 100. L'indice de contrôle, qui est partagé entre le Parlement et la Cour des comptes, il est entre 17 et 23 sur 100. Ce qui montre que globalement, il y a un sérieux problème de reddition des comptes, un sérieux problème d'accessibilité à l'information, surtout que de plus en plus, dans les théories et dans la pratique, la participation citoyenne, en termes de redevabilité sociale, améliore les choses, améliore les performances. Donc c'est des choses qui font défaut et malheureusement qui n'ont pas été prises en compte. On se réfère à des choses qui sont adoptées, acceptées au niveau international. Le cycle budgétaire, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Il y a un certain nombre de documents fondamentaux pour qu'on puisse éventuellement connaître, suivre et apprécier une déclaration de budget préalable, des rapports à mi-parcours, des rapports de fin d'exercice, des audits. Tout cela, malheureusement, ils font défaut au niveau de la connaissance, de la publication au niveau du Maroc. Et ce sont ces choses-là, nous avions une opportunité majeure, une constitution qui reconnaît le droit d'accès du citoyen à l'information, qui méritait, moi je me demandais, est-ce que les responsables ont lu la constitution pour la traduire au niveau de la loi de finances organique. Et donc, c'était une opportunité fondamentale, essentielle, malheureusement, qu'on n'a pas pris au sérieux. Monsieur Agnebi, la mariée est jeune, vous l'avez dit, elle est trop belle, c'est normal au début, elle est toujours très très belle. Est-ce que vous pensez, parce que là on parle du passé, la loi organique arrive, c'est un mouvement, il y a un texte, il y a sa pratique, il y a ensuite des évolutions. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution favorable, parce que vous avez des chiffres, citez des chiffres, il y a des marges de progrès, donc ces marges de progrès, elles sont à venir, elles vont arriver. Il faut toujours bien sûr espérer, mais malheureusement, je dirais que même les indices que nous avons ne donnent pas cette indication. Je vais donner un exemple. L'article 27 de la Constitution reconnaît le droit aux citoyens à l'accès à l'information, c'est fondamental. Les exceptions doivent être définies par la loi. Or, malheureusement, le projet, et ça je reviens à une question de participation, au niveau des différents projets de loi d'accès à l'information, nous avons eu au moins 3 versions. Les 2 premières versions, on a eu une participation des citoyens. La 3e a annulé le tout et elle a été dans un sens de criminalisation de l'accès et de l'utilisation de l'information. Et donc, quand on a une orientation de ce type-là, bien évidemment, on peut espérer, bien évidemment, mais malheureusement, il semble qu'il n'y a pas une volonté politique d'aller dans ce sens, d'associer véritablement la population aux deniers publics. Il y a des mots que je n'ai pas entendus cette matinée. Le contribuable, ses droits, le citoyen, ses droits. On a entendu beaucoup de choses, mais on n'a pas entendu véritablement le contribuable et ses droits. Et je pourrais vous donner une liste énorme de choses sur que le citoyen souhaiterait connaître et que nous ne connaissons pas, l'IDH, etc., et qui sont fondamentales dans l'appréciation des politiques publiques et de leur échelle. Voilà, donc vous comprenez pourquoi vous avez été convié à cette table ronde, c'est pour évoquer ces sujets qui, selon vous, n'ont pas été suffisamment évoqués. Mais je peux me permettre aussi de dire que le Parlement représente la démocratie financière, les citoyens également. Et ce que je disais, c'est que nous avons un peu raté en France, pas suffisamment de questionnement de la part du Parlement vis-à-vis des politiques publiques. Ce qu'on a entendu, c'est effectivement la performance, c'est ça, c'est la qualité des services publics, l'efficacité, l'efficience des services publics. Il faut s'en servir. Il
faut se servir des résultats. Je pense que là, c'est un point d'accord, se servir des résultats pour en faire quelque chose. Alors, on n'a pas parlé des comptes. On a parlé des comptes, justement, Monsieur Rachid, mais on n'a pas expliqué un peu ce qu'on est en train de préparer. On a dit qu'il faudra contrôler les comptes, il faudra rendre compte, il faudra certifier les comptes. Bon, et alors les comptes, de quoi s'agit-il? Vous êtes, Monsieur Rachid, le responsable aussi de ces sujets de centralisation des comptes de l'État au sein de la TGR. Donc, où en êtes-vous des travaux? Qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Car je crois que vous n'êtes pas à commencer à réfléchir et à travailler sur ces sujets, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et comment vous vous préparez à ces sujets de comptes proches de la comptabilité privée. Merci. Merci merci les organisateurs pour la qualité de l'organisation et de nous avoir invités à participer à ce séminaire. Mon intervention, on vient de le dire, M. Montac, sera centrée sur les aspects comptables qui, comme vous le savez, la loi organique comporte un pan important sur la comptabilité. La loi organique, il précise qu'il y a 3 types de comptabilité. Une comptabilité budgétaire que nous connaissons tous, mais on a une comptabilité générale qui maintenant est basée, va devenir une comptabilité basée sur le principe de constatation des droits et des obligations. C'est vraiment un changement important. Et on a une comptabilité d'analyse des coûts. Alors la loi organique précise également que les comptes de l'État sont sincères et réguliers, et que ces comptes vont être certifiés. Donc, on constate donc que la loi organique, elle est pratiquement le principe de sincérité à un niveau très élevé. Donc, je pense que les aspects comptables sont très importants au niveau de cette réforme, parce que le nouveau système comptable, il va, basé sur une comptabilité en droit constaté, va constituer l'ossature du système d'information budgétaire et comptable. Alors, en ce qui concerne le thème qui nous intéresse, c'est-à-dire la transparence, je pense qu'il y a quand même 4 éléments déterminants pour améliorer cette transparence. En ce qui concerne la comptabilité, on a un référentiel comptable, c'est une première, c'est une nouveauté. On a un référentiel comptable qui a été adopté en 2008 déjà par le Conseil national de la comptabilité. Lequel référentiel comptable? Il comporte un cadre conceptuel qui est le socle normatif de la comptabilité. Il comporte des normes, elles sont au nombre de 13. Ce sont des normes inspirées des normes internationales IPSAS. On a également un plan de compte. Pour la première fois, vous allez voir un plan de compte de la comptabilité de l'État, ce qui n'est pas actuellement. Et on aura accès aux modalités de fonctionnement de ces comptes. Je pense également, en deuxième lieu, le deuxième déterminant en matière de transparence des comptes publics, c'est la qualité des états financiers qui vont être produits. Alors, pour la première fois, vous aurez un bilan, et le bilan, comme vous le savez, il va nous renseigner pratiquement sur l'ensemble des actifs de l'État, comment l'État gère ses actifs, combien ça coûte, ça va nous informer sur la finalité de la consommation de nos crédits. Au passif, vous allez découvrir un petit peu l'endettement de l'État, vous allez apprécier la soutenabilité des politiques publiques, vous aurez également un compte de résultats qui va décliner les différentes charges et produits, et comme ça, on va apprécier l'impact des politiques budgétaires. Vous aurez un tableau. Où en êtes-vous de la préparation du bilan d'ouverture? Alors, le bilan d'ouverture, c'est intéressant cette question parce que quand le bilan d'ouverture, on a déjà fait un bilan d'ouverture à titre d'essai. Ça a été publié, on a un bilan d'ouverture de la comptabilité de l'État au titre de janvier 2011. C'était un exercice très instructif, tant par la démarche adoptée que par les données qui ont été récoltées. Et on a fait un travail formidable avec tous les ordonnateurs pour le recensement des immobilisations. Parce que vous savez, les immobilisations de l'État n'ont jamais ont fait l'objet de recensement. On a fait une première évaluation des immobilisations du patrimoine immobilier de l'État. La valeur de marché? Bien sûr, il y a cette question de valeur, de fair value. Est-ce que c'est la valeur du marché? Enfin, ça dépend des immobilisations. C'est une question assez technique qui mérite vraiment
on en aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc je disais qu'on a un bilan qu'on va réactualiser en début 2008, qui va donner une information beaucoup plus large. On a, j'ai dit tout à l'heure, un tableau de résultats, un tableau des flux de trésorerie. On va voir comment l'État a généré sa trésorerie, comment il l'a employé, est-ce qu'il l'a employé en activité opérationnelle, est-ce qu'on l'a employé en investissement, est-ce que ce sont des opérations purement de trésorerie. Et vous aurez, les citoyens auront droit à ce qu'on appelle les notes aux états financiers. Alors, ces notes aux états financiers, ils vont nous expliquer pratiquement l'ensemble des postes du bilan et ils vont détailler tout ce qui n'a pas été, n'est pas compréhensible au niveau du bilan. Et ces notes aux états financiers, ils vont nous renseigner même sur les postes qui n'existent pas au niveau du bilan, comme les engagements hors bilan. Et ils vont décrire l'étape de passage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Est-ce que vous avez peur de la certification? Alors, pour la certification... Et après, je demanderai à votre voisin s'il est prêt à la certification. Effectivement, c'est vraiment un point très important. Alors, qui dit certification dit qualité des comptes. Oui, alors là, vraiment, vous savez, en matière, quand on fait un passage en comptabilité, on doit constater, l'un des principaux défis auxquels on se rend compte, c'est la qualité des comptes. Il faut que les comptes soient fiables, sincères, et cette qualité des comptes en comptabilité, on doit constater, elle est exigeante. D'ailleurs, chaque fois qu'un État fait un passage d'une comptabilité générale à une comptabilité générale, on doit constater, il y a une exigence de certification qui n'est en fait que la volonté pour qu'un auditeur externe puisse contrôler nos comptes. En ce qui concerne ce qui a été fait, on a déjà déployé au niveau de la Trésorerie générale de Royaume un dispositif de contrôle interne depuis 2009 qui englobe toutes les activités de l'institution, mais il a un volet pratiquement dédié à la comptabilité qui va nous renseigner est-ce que nos procédures sont conformes aux lois en vigueur, est-ce que le chiffre que nous allons publier est-ce qu'ils sont sincères, est-ce qu'ils sont fiables. Ce dispositif de contrôle interne, bien sûr, il va être appelé à être un petit peu adapté au niveau des ordonnateurs. Je voudrais juste parler un petit peu d'un volet très important, c'est le système d'information. Alors là, vraiment, le système d'information, c'est un point clé dans le processus de mise en place d'un système comptable de ce type. Vraiment, les données à l'international nous disent pratiquement ça coûte pratiquement 70% du projet. Et c'est une opération très complexe. Donc, au niveau de la trésorerie générale, une solution informatique a été acquise et est en cours d'adaptation. Cette solution informatique, il vise tout d'abord à fédérer toutes les fonctions comptables de l'État au niveau d'une seule application, une seule applicatif auquel peuvent accéder tous les acteurs de la comptabilité. Cette application informatique, bien sûr, il va permettre de renforcer le contrôle et la sécurisation des opérations budgétaires et comptables, et surtout, elle prévoit la traçabilité de toutes les opérations, des pistes d'audit ascendantes et descendantes pour les besoins de la certification. Alors, merci M. Kers. Un dernier mot. Vous aurez une tâche redoutable en 2020 ou les comptes 2020. Est-ce que vous allez pouvoir dire que les comptes sont réguliers, sincères et fidèles à ce moment-là? Est-ce que vous avez été exigeant ou pas? Vous avez du temps pour vous préparer. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre question sur la certification, parce que je ne peux pas parler de certification sans comptabilité générale. Et oui. Tout à l'heure, en entendant qu'on peut aller dans une démarche pragmatique sur la certification, je suis désolé de dire qu'on ne peut pas certifier s'il n'y a pas une comptabilité générale, qu'il n'y a pas des comptes issus d'une comptabilité générale de l'exercice avec la dimension patrimoniale, les droits, les obligations constatées. Ça, c'est vraiment une condition sine qua non de la certification. Est-ce que les comptes sont certifiables ou pas? On ne se pose même pas la question. Déjà, il faut produire les comptes. 2018, c'est demain, donc il faut s'y préparer. C'est un chantier qui est très complexe. Il faut rappeler que depuis 2010, on a changé le dispositif juridique, on a introduit toutes les bases de la comptabilité générale du Trésor, mais à ce jour, on n'arrive pas encore à mettre en œuvre justement ce système parce que c'est très complexe. C'est vraiment, on revient là aussi de très loin.
savez que les 3 types de comptabilité générale, comme l'ami Rachid a cité, la comptabilité publique par temps général, comptabilité budgétaire analytique, ils étaient dans notre dispositif depuis 1967. On n'arrivait jamais à réaliser celle concernant les coûts. La comptabilité générale, on arrivait à le faire, mais avec beaucoup de particularités marocaines. Et quand aujourd'hui on a choisi, et ça c'est un choix irréversible, d'aller dans les normes internationales, c'est d'appliquer vraiment les normes dans toutes leurs dimensions. C'est vraiment être transparent. La sincérité, c'est un mot facile à dire, mais quand on voit sur un peu ce qui exige cette sincérité, non seulement comptable, mais également budgétaire. Mais vraiment, la loi organique, il est allé très loin en exigeant, en énonçant ces principes. Maintenant, il faut traduire tout ça au niveau pratique à ce niveau-là. Est-ce qu'on va prononcer la sincérité des comptes? Vous savez que déjà au niveau de la loi de règlement, nous on considère que c'est une forme de certification. Quand on donne au Parlement la déclaration de conformité, c'est de dire que les chiffres que vous avez sur lesquels vous allez vous prononcer, examiner, voter la loi de règlement, ils sont fiables. Donc déjà on est sur une forme très réglementaire, certes, de la certification, mais c'est une forme de certification. La grande question qui se pose, est-ce qu'on peut cohabiter, est-ce qu'on peut être dans un système hybride de déclaration générale de conformité et de certification? Qu'est-ce qui va arriver quand je vais certifier, ou plutôt donner la déclaration que c'est conforme sur le plan de la comptabilité budgétaire, et quand j'arriverai à la certification de comptabilité générale, j'émets des réserves. On peut se poser dans des questions ou dans des situations qui sont un peu aberrantes, et c'est le Parlement qui va trancher en dernier lieu à ce niveau-là.